il est 4h02. Première question, Marie-Florence. En France, un webinaire, on laisse en général 1 minute ou 2 pour commencer. En Afrique, qu'en est-il en Afrique de l'Ouest pour un webinaire? En Afrique de l'Ouest, tu vas toujours prévoir une flexibilité et donc un peu de temps pour que les gens arrivent. Moi, je dirais 10-15 minutes, parfois plus, ça va dépendre, hein, mais Pour un moi, je webinaire? dirais 10-15 minutes. Ouais, pour un webinaire, tout à fait. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le temps avant le webinaire pour commencer le webinaire, mais sans le commencer. En gros, on a fait à l'africaine, là. Quand on commence à tout le Voilà. monde de se présenter, quand on demande à tout le monde de se présenter avant le début, on Mais a bien pendant 2 agi. minutes. Voilà, pendant 2 Voilà, minutes. Et toujours laisser le webinaire ouvert pour que les gens arrivent au fur et à mesure. c'est parfait. Parce Bon, que, bah écoutez, on voilà. fait un mix, là. Il est 4h03, on est beaucoup du côté de la France, alors, et un petit peu du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et le but, ça va être de se rapprocher de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Bonjour à tous qui participez à ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe d'Expat Communication. Bonjour à Marie-Florence, à Habib et à Laurent. Donc, pour ma part, je suis Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication et en charge notamment des activités interculturelles. Et j'ai la joie d'accueillir Marie-Florence, Habib et Laurent que je vais laisser se présenter. Alors, Marie-Florence, donc coach interculturel d'Expat Communication, première expatriation il y a 25 ans, avec 3 ans au Niger, 3 ans au Congo-Kinshasa, 5 ans à Bamako et maintenant basée au Caire. Super, Marie, merci beaucoup. Merci Marie-Florence, merci Alix. Je vais également me présenter. Je suis Habib Bledou. Je suis le directeur général de la Banque d'Abidjan, donc Abidjan en Côte d'Ivoire. J'ai au total une vingtaine d'années d'expatriation, dont un peu plus de 16 en France et un peu moins de 4 au Mali. Et je suis ravi de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Habib. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Laurent Pouilleut. Je suis directeur marketing d'Orange Money en Europe. Moi, j'ai la particularité d'avoir travaillé au début de ma carrière 2 ans aux États-Unis. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble de l'Europe, de l'Ouest et un peu l'Europe de l'Est. Et maintenant, depuis 8 ans, je travaille en relation avec l'Afrique de l'Ouest en particulier, grâce à Orange Money. Et je suis ravi aussi de participer au webinaire. Voilà. Merci à vous. Donc, Marie-Florence, en tant que coach interculturel, tu vas nous présenter les aspects plus théoriques peut-être ou conceptuels de ces interactions entre l'Afrique de l'Ouest et la France. Habib et Laurent, si vous le voulez bien, vous êtes tous les deux les ambassadeurs de ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire des gens qui travaillent en entreprise et qui ont besoin d'informations hyper pratiques. Et si jamais on dérive un peu trop dans des choses conceptuelles, votre rôle est de nous ramener sur le terrain et de nous expliquer comment ça se passe au bureau, aujourd'hui et maintenant, et pas il y a 50 ans, il y a 100 ans, ou encore plus. Voilà, alors pour commencer, j'ai un premier challenge, c'est une tradition dans ces webinaires, de ce tour du monde interculturel que nous menons avec Expat Communication. Donc, premier challenge, il est pour Marie-Florence et il est difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer en 5 minutes chrono les grandes différences entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, et en particulier la France? On pourrait y passer évidemment une année entière et on n'aurait pas fini, mais on va essayer de sortir vraiment les highlights. Alors, avec grand plaisir. Merci, Alix. Et d'abord, dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est un espace de challenge et de contraste. Il y a des conflits qui sont en cours, des conditions socio-économiques extrêmement difficiles, des systèmes politiques bousculés, sans parler des relations politiques,
dans l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde, mais aussi un vrai dynamisme, une jeunesse et une ouverture incroyable au monde. Et c'est surtout de ça dont je vais parler, c'est de cette ouverture incroyable au monde. Et pour illustrer ça, je vais comparer la diaspora française dans le monde, c'est moins de 3 millions de personnes sur presque 70 millions de Français au total. Quand on parle que de la diaspora malienne, c'est plus de 1 million de personnes sur 25 millions de Maliens au total qui vivent en dehors du Mali. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi 500 langues, 500 ethnies, des nomades, des éleveurs, des agriculteurs, des différences entre les pays côtiers, les pays enclavés, des différences de religion qui impactent énormément la diversité culturelle, qui nourrit cette diversité culturelle. Alors, en comparaison, j'ose une comparaison, on pourrait dire qu'une large majorité de Français sont un peu, quelque part, des analphabètes de la diversité culturelle. Et en comparaison avec un Africain de l'Ouest, qui aura bien sûr des amis et de la famille dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique, mais également en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, en Chine, chaque Africain de l'Ouest parle au minimum de 3 langues et peut très facilement en apprendre une 4e. Et cette diversité culturelle se double en Afrique de l'Ouest d'une grande curiosité pour les différences culturelles. Donc là, je fais un petit peu un focus entre la différence entre la France et l'Afrique de l'Ouest, mais évidemment, bon, il y a des choses qui sont pareilles pour le reste de l'Europe. Alors maintenant, j'aimerais bien vous illustrer ça avec notre outil GapsMove. Et vous parlez de ce qu'on appelle le cultural match, c'est-à-dire que les endroits où on se retrouve en termes de fonctionnement culturel. Et donc, alors, GapsMove, c'est un outil de comparaison culturelle entre les pays et GapsMove, c'est notre partenaire. On fait cet atelier sur l'Afrique de l'Ouest car il y a beaucoup de points de comparaison. Alors, mais avant, il y a des warnings. Premier warning, oui aux généralités, parce que ça aide en première approche à appréhender une réalité complexe. Mais le problème, c'est quand les généralités deviennent des stéréotypes réducteurs et offensants. Et ça, on veut absolument l'éviter. Deuxième warning, on va faire des généralités dans le présent atelier, mais toujours penser au fait que quand vous allez rencontrer un Français ou un Africain de l'Ouest, eh ben, il peut ne pas du tout exprimer les traits culturels moyens de son pays. Et enfin, troisième warning, les traits culturels sont toujours relatifs, donc c'est pas du tout des valeurs absolues. Alors, ce qu'on voit sur ce diapo, d'abord, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Togo, on est à un match d'à peu près 100%. On a une vraie proximité entre ces pays de l'Afrique francophone. À droite, cultural match entre le Ghana, Nigeria, pareil, une vraie proximité. Un petit peu plus basse quand il s'agit de comparer le Ghana, le Nigeria, bon là j'ai pris le Ghana, avec la Côte d'Ivoire comme voilà, témoin enfin, voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ça, il y a voilà, 2 sous-groupes en Afrique de l'Ouest, on va dire. Et puis au milieu, qu'est-ce que ça donne en comparaison avec la France? Donc si on compare Afrique de l'Ouest francophone et France, on va avoir 75% de comportements qui se recoupent, un tout petit peu plus élevé que ce qui se passe entre la France et le Nigeria ou la France et le Ghana. Alors, comment on explique ça? Par beaucoup de choses, mais il y a quand même une chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est lié aussi à l'histoire coloniale. Et cette histoire coloniale, je la mentionne explicitement parce qu'elle est en cours de réécriture. C'est inconfortable, elle teinte les rapports. On ne peut pas du tout faire comme si ça n'avait pas existé et n'avait pas de perpétuation dans le présent. Et j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas l'ignorer dans son management et son leadership quand on est dans des équipes multiculturelles, parce qu'elle peut susciter des réactions inconscientes. Un exemple, c'est susciter des postures de surplomb, en surplomb, et ça, c'est un problème, parce que ça va altérer les relations professionnelles. Et ça, voilà. Et donc ça, je le dis, et je vous invite toujours à y réfléchir. Troisième slide. Un petit résumé et focus sur les écarts de valeur qui peuvent heurter, et j'allais dire qui heurtent. En France, on a des valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité, versus en Afrique de l'Ouest, l'importance des traditions, la grande importance des liens ethniques, l'attachement à une pratique religieuse.
En France et en Europe, on va avoir un focus un mode de fonctionnement plus individualiste versus la grande famille, le respect des aînés, la générosité et l'hospitalité. Et puis au niveau management, un focus sur les résultats par opposition à un focus plus marqué sur les relations. Et ça, un exemple très concret, et je redescends sur terre, c'est dehors entre ces valeurs, c'est les salutations. En Afrique de l'Ouest, il convient absolument de prendre le temps de se saluer et de demander des nouvelles avant de rentrer dans les dossiers. Alors qu'en France, on sera beaucoup, beaucoup plus bref et encore moins encore plus bref dans d'autres pays européens. Et ceci étant dit, il y a beaucoup de points communs entre la France et l'Afrique de l'Ouest, d'histoire commune, qui fait qu'on a beaucoup d'endroits où Français et Africains se retrouvent et on va y revenir. Eh bien, Marie-Florence, bravo! Défi relevé ou pas? Le challenge et ça pose les bases sur lesquelles on va pouvoir construire la suite de cette intervention. Avant qu'on rentre au bureau et qu'on regarde plus ce qui se passe vraiment dans le travail, est-ce que, Habib, vous voulez commenter ce qui a été dit par Marie-Florence? Déjà, je veux dire bravo à Marie-Florence pour son speech. En effet, hein, il y a beaucoup de vrai hein, dans ce qui a été dit. On pourrait, en effet, hein, et il y a énormément hein, de richesses d'informations. On pourrait prendre vraiment le temps de commenter tout ça. Mais peut-être que en effet, hein, sur le match des pays, c'est vrai que la plupart des pays, je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est toujours bien de le répéter. En Afrique de l'Ouest, il y a énormément de pays donc issus de la colonisation francophone, et il y a deux pays, en effet, le Ghana et le Nigeria. Enfin, il y a d'autres aussi. Hein. Il y a le Libéria, la Sierra Leone, qui sont en plus des pays de consonance anglophone. Et donc, en effet, hein, on peut voir des similarités dans ces pays-là par bloc, donc bloc anglophone et bloc francophone. Même si globalement, hein, on a une bonne base. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des pays donc, du Golfe de Guinée, donc qui donnent directement sur le Golfe de Guinée, nous avons la partie forestière qui en général représente la moitié du pays, qui est donc catholique ou animiste, et l'autre moitié est en général musulmane. Et ensuite, il y a une seconde couche, les pays donc qu'on appelle de l'interland, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas accès au Golfe de Guinée, donc qui ne sont pas des pays avec donc, des ports. La plupart de ces pays sont tous des pays musulmans, entre 90 et 100%. Donc, ça crée aussi donc, des familiarités sur ces deux bandes. Donc, on pourra retrouver la même culture. Et d'ailleurs, en général, il faut savoir qu'il y a des grands groupes ethniques, en l'occurrence les Peuls, qui seront donc sur toute la bande sahélienne. Et au-dessus, il y a différents groupes ethniques qui n'ont rien à voir avec les Peuls, mais tout ça contribue justement à créer ce charme de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Habib. Alors, enfin, c'est évidemment, on effleure et tous ceux qui connaissent l'Afrique, et c'est le cas de Julie qui nous entend, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, rêveraient de passer des heures sur cet aspect-là de l'interculturel, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'interculturel waouh, celui où on fait de l'histoire, de la sociologie, de la géographie. Oui, d'ailleurs, Julie reste avec nous après le webinaire pour creuser ça. Malheureusement, ça n'est pas, et ça, c'est très important pour vous qui nous écoutez, parce que on est aussi en train de vous montrer ce qu'on fait chez Expat Communication quand on fait de l'interculturel. Cette partie-là, on ne va pas beaucoup la développer, parce que ce n'est pas celle-là qui est la plus difficile à apprendre. En fait, celle-là, vous prenez un bon bouquin de géopolitique, un bon bouquin d'histoire, et normalement, les différences entre les peuples nomades
et agriculteurs, entre les côtiers et l'Interland, etc., c'est des choses qu'on va retrouver. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'on va voir après et on vous expliquera pourquoi. Mais en tout cas, merci Habib et j'aimerais que ce moment dure toujours. Et est-ce que Laurent, après cette transition que je viens de faire, c'est pas évident pour Laurent de rebondir, mais est-ce qu'il y a un point qui vous semblerait important à développer? Alors, je vais en prendre 3 rapidement. Dans ce qu'a cité Marie-Florence, voilà, on démarre, on dit on travaille avec l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est autant de diversité. Et voilà, il faut tout de suite se rendre compte de ça et se plonger dans un pays donné. Par pays, on va découvrir ces différences. Deuxième point, le webinaire qui commence 15 minutes en retard, ça c'est du concret business, c'est à chaque fois systématique, je dirais, avec mes collègues africains. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses à appréhender et à intégrer lorsqu'on travaille avec nos collègues basés dans ces pays, pour diverses raisons, voilà. Mais en tout cas, c'est véridique, ça a lieu tous les jours. Et puis le vous et le tu, oui, je confirme, les relations démarrent par un vous très formel, mais basculent assez vite dans le tu une fois que, je dirais, l'humain a pris le dessus et on passe très vite au-dessus dans les relations business et avec des gens qu'on ne connaît pas auparavant. Voilà. Bon, donc ça, c'est un message pour me dire gentiment, on passe au tutoiement? Non, mais en tout cas, avec mes amis africains, je suis obligé de le faire assez vite, oui. Sinon. Super, alors on va continuer comme ça et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus concrète, directement vraiment dans les interactions. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, j'ai eu un petit son de micro. Comment est-ce que fonctionnent les interactions managériales? Marie-Florence, à nouveau à toi de nous expliquer alors au bureau, comment ça va se traduire, ces grandes différences qu'on a vues rapidement. Pour ça, on va utiliser GapsMove. Et donc, toujours en pensant que votre partenaire ou collègue d'Afrique de l'Ouest et français ne correspond peut-être pas forcément à la moyenne de son pays. Hein, ne pas oublier que, voilà, est-ce qu'on est dans cette moyenne? Et la deuxième chose, c'est que à Expat Communication, on va commencer avec ces généralités et après, dans un deuxième sur l'Afrique de l'Ouest, mais par exemple, mais ensuite, on va aller bien plus en finesse de chaque culture corporate des partenaires. Donc voilà, on parle de généralité, mais après on va bien plus en détail pour dire c'est quoi l'enjeu. Comment il va vraiment réellement falloir s'adapter ou trouver d'autres solutions pour travailler ensemble. Alors, première chose à dire, je vous l'ai dit, hein, les Français et les Africains de l'Ouest ont des similitudes. Et donc, on va commencer par la slide similitudes. La slide juste avant, si c'est possible. Ouais, la slide juste avant. Alors des points communs. Ouais. Voilà. Des points communs. Et je vais commencer par parler des points communs, qui sont des points communs intéressants parce que entre Français et Africains de l'Ouest, parce que ça veut dire qu'on peut très bien s'entendre, mais également travailler ensemble de manière parfaitement inefficace, qui vous vaut ce gros alerte à droite sur la slide. Alors, premier exemple, Français comme Africains de l'Ouest adorent discuter, parler et faire ce qu'on appelle des réunions forums, c'est-à-dire des réunions où on débat, où on brainstorm, etc. Le problème de ça, le risque, hein, c'est que on va avoir le risque de prendre le temps long, c'est de retarder les temps de décision et de mise en action. Alors, une solution qu'on va explorer avec nos clients, c'est annoncer à l'avance qu'on aura après la réunion brainstorming un temps de réunion décision terminé par une checklist, un compte-rendu envoyé rapidement, prévoir du suivi. Mais en Afrique de l'Ouest, toujours laisser du temps et prévoir du temps à la réflexion, à la discussion, au brainstorming. Deuxième point commun, c'est l'émulation verbale. On se retrouve dans le fait d'aimer parler, d'aimer échanger. Ça veut dire que potentiellement, dans les réunions,
on pourra accepter de s'interrompre en s'excusant toujours, en marquant du respect, mais avec un objectif de contribuer positivement à la conversation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans des réunions entre Français et Africains de l'Ouest. Troisième point de similitude, le goût pour la conceptualisation, la théorie. On est plus intéressé à discuter le pourquoi que le comment. Et donc, le risque, c'est pas faire atterrir concrètement les projets, mais aussi que les personnes pragmatiques nous prennent tous ensemble pour des personnes trop conceptuelles, phraseuses, théoriques, et en tout cas certainement pas assez opérationnelles. Donc, comme solution, d'abord, pour convaincre les personnes conceptuelles, il faut commencer souvent par le pourquoi, commencer par la big picture, et puis la décision à prendre vient comme une conclusion logique à la fin. Pour convaincre les pragmatiques, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Quatrième point commun, le goût, la confiance qu'on peut improviser. Et donc, ayons conscience que nous pensons qu'on peut compter sur notre charisme de négociateur pour créer une sorte d'alchimie avec nos interlocuteurs, gagner sa confiance, le convaincre et faire un deal. Maintenant, il faut avoir bien en tête que les talents de négociateurs des Français sont en moyenne sûrement moins bons que ceux des Africains de l'Ouest, et que l'autre chose, c'est que se préparer, ça permet d'augmenter les chances de succès de toute discussion, négociation. Dernier point, le conflit, la manière d'être en conflit. Dans la sphère professionnelle, Français comme Africains de l'Ouest vont pouvoir avoir une manière ouverte, assez confrontationnelle d'entrer en conflit. Et donc, ce qui va être utile et important, c'est de faire un état des lieux des rapports de force. Maintenant, socialement, n'oublions pas que la culture en Afrique de l'Ouest est une culture collective de consensus, et donc il y a moyen de faire appel à cela parfois pour sortir dans la sphère professionnelle du rapport de force et aller vers des solutions win-win. Voilà pour les points communs qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues de manière conjointe. Alors maintenant, Merci on va aller beaucoup, dans les Marie-Florence. différences. Maintenant, avant de laisser la parole à Habib et Laurent, et vous tous aussi, pour commenter, donc on va aussi regarder les différences, et après, on va échanger sur vos exemples et vos commentaires. Alors, merci Alix. Alors, les différences. Les différences, elles vont avoir vraiment de l'importance à bien mesurer parce qu'elles vont avoir un impact sur la manière dont on négocie, mais les choses, on fait des deals, mais après, dans la manière dont on exécute les projets. Alors, première différence, le temps. Voilà, on en a parlé au début. Alors, cette différence de temps où les Africains de l'Ouest sont beaucoup plus du côté du temps élastique, quand les Français sont plus au milieu, ça va créer des frictions, des difficultés. Alors, de plusieurs manières. D'abord, le stress. Les Français peuvent être vécus comme étant stressés, agités, et manquant de contrôle et de recul. Voilà. Et avec le temps élastique, il va falloir de la patience, des agendas plus flexibles, et surtout ne jamais sous-estimer et jamais ne pas oser demander une mobilisation plus intense. C'est toujours possible en dernière minute. Voilà. Mais concrètement, pour les webinaires, restez connectés et prévoir du travail en attendant que tout le monde soit là. Prévoir des choses à faire avant de commencer pour de vrai et restez connectés. Deuxième point de différence, le perfectionnisme et le contentement. Alors, voilà, on est plus dans une culture de contentement en Afrique de l'Ouest. Les Français vont plus être, on n'est pas forcément très perfectionniste, mais quand même plus perfectionniste. Alors, ça peut créer des crispations. Et donc, l'idée, ça va être de partager des instructions pratiques, précises, et de suivre. Voilà, toujours, voir un peu comment est la personne et
ne jamais oublier. Du coup, ça demande l'exigence d'être clair avec de quoi on a besoin. Troisième différence entre l'écrit et l'oral. Alors, une communication écrite longue risque de ne pas avoir de réponse. Pensez à passer sur WhatsApp. Pensez à passer un coup de fil. Passer à l'oral. Voilà. De la même manière, une communication uniquement par oral risque de freiner, par exemple, une évolution de carrière, même pour un commercial hors pair. Clairement, il a réussi à se développer professionnellement, mais avec vraiment un sens de l'oral incroyable dans une société internationale. Mais pour passer à un certain niveau, il a dû apprendre à passer par l'écrit. Voilà. C'était pas son truc, mais il l'a fait. Et du coup, voilà, sa carrière a pu monter. Mais passer par le téléphone. Là, ça fait des frustrations. L'autre jour, on m'a dit un mail avec des références, des liens, etc. Personne n'a répondu. C'est tout. Voilà. Quatrième point de différence qui peut créer des difficultés, c'est entre mission et obligation. En France, on va avoir plus de personnes qui se pensent investies d'une mission pour accomplir de grandes choses, même si actuellement c'est en train de bouger plutôt vers un aspect transactionnel. J'apporte des compétences, j'apporte du temps et en échange, vous me payez. Voilà. Donc un essai plus transactionnel, mais quand même, on a envie de réaliser des grandes choses. En Afrique de l'Ouest, on va plus être dans le côté de l'obligation. On travaille car on y est obligé, mais de la même manière, c'est en train de bouger, notamment pour les classes moyennes, qui développent des attitudes beaucoup plus transactionnelles, parce que, notamment, pour financer les études des enfants et la réussite des enfants. Alors, quelles sont les solutions? Former. Identifier des collègues à potentiel qui seront des alliés pour être leaders dans un projet parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des envies là-dedans. Adapter les gratifications à des séquences plus courtes. Voilà, c'est pas un bonus tous les 5 ans. Hein. Et suivre de près, voire parfois micromanager. Voilà, pour certaines choses. Et puis, enfin, entre proactivité et acceptation, alors attention, cette différence peut compliquer beaucoup les rapports. Absence de confiance des uns envers les autres. Les personnes proactives jugent que les personnes d'acceptation ne prennent pas d'initiative, ce qui n'est pas du tout vrai forcément. Et les personnes d'acceptation ne croient pas forcément au volontarisme des proactifs. Donc, attention là-dessus, de pas tomber dans les jugements et de à nouveau chercher des solutions. C'est vraiment ça qu'on fait dans nos coachings et nos formations interculturelles. Un dernier axe que j'ai pas mentionné, c'est la communication implicite, la communication explicite. Alors en Afrique de l'Ouest, on peut dire des oui et on a souvent des oui qui peuvent vouloir dire des non pour ne pas offenser. Prononcer des non peut-être trop brutalement, trop explicitement peut être offensant. Il n'est pas facile de développer sa capacité à lire l'implicite, alors que pourtant, ce serait bien nécessaire dans des situations. J'ai une petite anecdote, Habib, que tu m'as racontée. Après avoir, tu as eu un problème dans ton codir, tu m'as dit, je leur ai passé un savon. Alors là, j'ai fait, tu leur as passé un savon, ah bon? Et à ma question, comment tu as fait cela? Tu m'as dit, oui, en fait, je me suis très vigoureusement adressée à mon assistante qui, elle, a retransmis le message de manière beaucoup plus édulcorée à mes 2 directeurs avec qui il y avait eu un problème. Voilà, et je terminerai sur cette anecdote concrète. Merci beaucoup, Marie-Florence, parce que tu nous donnes des clés de lecture hyper opérationnelles. On peut s'y repérer, et ça c'est tout l'intérêt de cette plateforme GapsMove qu'on utilise presque toujours dans nos accompagnements interculturels. Ça permet de lire les différences. Maintenant, elles sont jamais aussi bien incarnées que par l'exemple.
Et donc, je vais commencer avec Habib. Donc, plutôt que ce soit Marie-Florence qui raconte tes anecdotes, Habib, ce que je propose, c'est que toi qui nous dises déjà, toi qui as vécu en France et pendant 16 ans, tu nous disais, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi quand tu es arrivé en France en tant que jeune diplômé à haut potentiel? Oui, bon, déjà, avant de revenir hein, sur cette question, c'est vrai que dans les slides de Marie-Florence, il y avait une partie sur les mails versus les messages WhatsApp et autres. Et ça me fait penser que faut quand même hein, signaler que la moyenne d'âge des travailleurs en Afrique de l'Ouest elle est beaucoup plus basse hein, qu'on pourrait le constater hein, en Europe. Moi, je prends un exemple. Hein, pourtant, je me trouve très jeune. Hein, j'ai 48 ans et la banque que je dirige, je peux vous dire que je suis un des plus âgés. Voilà. Donc, ça peut expliquer pourquoi aussi souvent il y a beaucoup de communications hein, qui se font par des canaux alternatifs, même si en effet hein, les voies royales qui sont le mail, la voie royale qu'est le mail existent toujours. Voilà. Euh, je vois que Je reviens à Laurent ma sourit. question de donc ce qui a été difficile pour toi quand tu es arrivé en France. Parce que pourtant, Voilà, donc, en tant qu'Ivoirien, tu connaissais bien la culture française, mais il y a quand même des choses où ça t'a surpris. tout à fait. Bon, déjà, c'est vrai que moi, je suis arrivé dans le cadre de mes études et je suis arrivé directement en classe prépa. Et donc, ceux qui connaissent un peu dans le forum les classes prépa savent que ben, les classes prépa, c'est l'individualisme, c'est le sérieux, c'est la rigueur. Donc, pour moi, qui venais d'Abidjan, hein, où c'est beaucoup plus dans le social, la cordialité, la famille. Donc voilà, ça c'était le premier choc. Mais fort heureusement, ça m'a permis, hein, durant ces années d'études, après, d'embrasser une carrière professionnelle de manière un peu plus sereine, parce que j'avais quand même appris hein, déjà depuis le monde étudiant les codes donc, de la vie en France et ça m'a quand même permis de m'adapter. Et c'est vrai que bon, c'était pas, évidemment, hein, c'était pas déjà ces premières années d'étudiant, c'était pas facile au début. Hein. En plus, quand on arrive à la veille de l'hiver. Et donc là, oui, ça peut faire un choc. C'est vrai que quand on vient dans l'autre sens, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, donc il a fallu s'adapter déjà hein, à l'environnement climatique, s'adapter à l'éloignement culturel, hein, parce que c'est vrai hein, que même s'il y a des similitudes entre la France et l'Afrique de l'Ouest francophone, il n'en demeure pas moins que c'est quand même hein, des cultures différentes. C'est vrai encore, moi, c'est vrai que même si je m'appelle Habib, je suis catholique, donc du coup, c'est vrai que ça permet de mieux s'insérer en France, mais souvent, pour un musulman, ça peut être un peu contraignant. Mais voilà, c'était vraiment de bonne guerre et c'est surtout ça qui m'a permis hein, par la suite donc, de pouvoir m'adapter dans le monde professionnel. Merci, Habib. Question pour toi, Marie-Florence. On voit là souvent des jeunes à haut potentiel arriver en France et se décomposer un petit peu au début. Quel conseil tu leur donnerais? Je pense que nous, ce qu'on peut faire, alors les jeunes potentiels ou même plus âgés dans les expatriations, c'est d'aider à prendre conscience et surtout à pas se remettre en question en tant que personne. Ça, c'est le plus important. Mais à aborder les différences de fonctionnement culturel un peu comme une mécanique et surtout sortir du jugement
éviter les pièges et plutôt chercher des solutions efficaces selon les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et je dirais que pour Habib, toi, ce que j'ai compris qui était très clair, c'est que tu avais vraiment un objectif d'apprentissage, d'adaptation, enfin, et derrière, tu as fait carrière. Mais parce que tu étais très clair sur tes deux objectifs. Il y a d'autres contextes où les objectifs seront différents. Merci Marie-Florence. On va passer à Laurent. Laurent, toi, c'est une problématique complètement différente. On disait, tu vis en France, tu n'as jamais habité en Afrique et tu travailles tous les jours avec des Africains. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi, ou en tout cas, tu me disais que ça faisait 8 ans, qu'est-ce qui a été compliqué au début? Alors, qu'est-ce qui a été compliqué au début? C'est ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure en filigrane. Avoir une capacité à s'adapter. C'est-à-dire que j'ai travaillé les années d'avant, je travaillais à 100% avec l'Europe, et j'ai basculé du jour au lendemain à travailler en relation avec mes collègues en Afrique, sans avoir, je dirais, pu y vivre ou passer du temps, etc. Donc j'ai dû, je dirais, vivre au jour le jour et apprendre au jour le jour. Donc c'est vrai que c'est un peu comme toute activité, en fait, on aurait finalement besoin d'être formé avant ou d'être accompagné pour, je dirais, être plus rapidement opérationnel. Alors, par exemple, dans les enjeux que j'ai dû appréhender, et que j'appréhende toujours d'ailleurs, parce que c'est pas que c'est sans fin, mais ça demande toujours d'adaptation, c'est de réussir à s'aligner avec mes collègues sur des objectifs et des délais, par exemple. Et on en a parlé tout à l'heure, la notion du temps. Voilà, la notion du temps, ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment découvert et que j'ai dû appréhender, qui au début peut créer des crispations, des frustrations. Voilà, on l'a cité un exemple très concret, basique, qui est le webinaire qui commence 15 minutes, voilà, où les gens arrivent au fil de l'eau et il est 15h et à 15h20, tout le monde n'est pas encore là. Donc ça, c'est vraiment des choses dans l'ensemble des activités que je mène au jour le jour, où cette notion du temps, d'urgence, est complètement vécue différemment d'un côté et de l'autre de la réunion, et réussir à s'adapter à ça, à prendre en compte. Et puis, voilà, quoi. Au final, l'objectif généralement est atteint. Les délais, bon, il y a eu des délais, il y a eu du temps, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le projet abouti, je pense que c'est un succès pour moi et mes collègues. Après, le temps, finalement, restera une anecdote ou un passage un peu long. L'autre chose sur laquelle il a fallu s'adapter, ça a été évoqué tout à l'heure aussi en filigrane, c'est l'écrit versus l'oral. Là aussi, pour moi, il a fallu de nouveau apprendre à être dans la confiance de l'oral. C'est-à-dire que, oui, je dirais, ici, on fait un contrat, on signe un contrat, on fait un NDA, on met tout un tas de choses en place, on fait des mails, voilà. Et parfois, simplement, la parole d'homme à homme, homme à femme, d'un collègue à un autre, permet juste de sécuriser un avancement, une situation, un business, qui nécessitera peut-être un écrit plus tard, comme disait Marie-Florence. À un moment donné, l'écrit est nécessaire forcément. Mais en tout cas, voilà, ces deux choses, entre l'objectif délai, le temps, et après tout ce qui est écrit versus oral, ça a été vraiment mes deux premières étapes sur lesquelles il a fallu que je m'adapte pour, je dirais, entretenir de bonnes relations et délivrer finalement mes projets en commun entre moi ici, la France, l'Europe, et mes collègues dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Je travaille avec l'ensemble des pays qui étaient cités tout à l'heure, soit une dizaine de pays. Et voilà, donc refaire confiance à l'oral, ça c'était vraiment quelque chose d'important. Merci Laurent. Marie-Florence, c'est très particulier cette façon, entre la situation d'Habib qui se retrouve à vivre en France en y étant minoritaire, la situation d'un expat qui arrive, la situation de Laurent qui travaille avec, tout ça est complètement différent. Est-ce qu'il y a des stratégies différentes d'intégration dans ce cas-là? Voilà la manière d'aborder ces différences culturelles, et je veux bien la slide pour vous montrer, parce qu'on a des jolis petits dessins, des images. Elles vont être différentes en fonction de ton mandat et en fonction de ton objectif. Alors, d'abord, je vais quand même rebondir sur ce que dit Laurent.
Alors l'écrit, l'oral, voilà, de refaire confiance et le temps. Moi, j'ai pensé à 2 choses. Parce quand il a dit, bah, finalement, l'important, c'est de délivrer le projet. Par exemple, on va peut-être prendre moins de temps à cadrer le projet, anticiper les délais de projet en amont, mais on va plus, faire, de la méthode agile, des petites étapes, de faire des petites étapes et donc de procéder par petites étapes. À la fin, on va atterrir au même moment, mais on va moins se crisper sur l'anticipation des délais, etc. De la même chose, on va peut-être faire des contrats ou des deals un peu moins précis, mais on les adaptera et on les négociera au niveau, lors de l'implémentation. Alors, pour revenir sur les 3 stratégies interculturelles selon l'objectif et le mandat. Alors ça, c'est quelque chose dont on va parler au début d'une formation ou d'un coaching interculturel. Ça va être quoi ton mandat voilà, quand tu vas aller dans ton nouveau pays. Et donc, on peut avoir une première stratégie qui est une stratégie de transformation. C'est-à-dire que ton rôle, ça va être de mettre en place du process, de la traçabilité, des normes, d'amener des choses qui sont, c'est typiquement l'exemple d'un ingénieur envoyé sur un chantier naval. Alors pour le coup, là, je sors de l'Afrique de l'Ouest, mais au Congo, Brazzaville, et qui doit remettre d'équerre le projet parce qu'à la fin, les livrables devront être exportés. Un deuxième mandat, et là, je dirais que c'est peut-être un petit peu ton rôle, Habib. Moi, je pense que tu es un petit peu là-dedans. C'est ça ton rôle, c'est un rôle de transformation, donc peut-être dans ton poste actuel. Tu nous diras plus tard, mais au Mali et peut-être un petit peu moins à Abidjan, mais au Mali. La deuxième attitude et la deuxième stratégie, ça va être une stratégie de co-création. Par exemple, une agence avec plusieurs expats, des agents locaux. Moi, expat, je dois m'adapter, mais également l'équipe locale doit s'adapter. Et avec humilité et respect, on va choisir ensemble et dans la durée, d'élaborer nos règles de travail communes, le tu, le vous, voilà, comment tutoyer, mais en même temps monter de respect aux anciens. Voilà, et exemple, on va se donner des nouvelles le matin, ça c'est très important en Afrique de l'Ouest, mais également on va prendre le temps quand on voit quelqu'un on peut pas imaginer qu'on voit quelqu'un qui est affecté par quelque chose, on ne peut pas imaginer ne pas lui demander pourquoi avant de commencer à travailler, à pas échanger des nouvelles. D'autant plus que c'est très important parce que les relations vont garantir la réalisation d'un deal, enfin vont contribuer à garantir à sécuriser un deal. La troisième stratégie, c'est l'adaptation. On va s'adapter aux manières de faire. Et moi, je dirais que Laurent était peut-être entre co-création et adaptation, sachant que ton business, toi, est quelque part minoritaire par rapport au business de tes partenaires en Afrique de l'Ouest. L'idée, c'était que toi et tes staffs, pas sans difficulté, mais vous vous adaptiez à la manière de faire de vos interlocuteurs dans les différents Orange Money en Afrique de l'Ouest. Voilà les 3 stratégies. Merci beaucoup, Marie-Florence. Alors là, j'ai bien conscience qu'il y a un enjeu culturel derrière ce que je vous demande, et même pour toi, Marie-Florence, qui est depuis très longtemps en Afrique, il est 45 et on a encore plein de choses à voir. Donc, je vais vous demander d'être bref dans vos réponses pour qu'on puisse, ça c'est mon côté français, temps mesuré et mon besoin de tenir les délais, parce que la plupart de ceux qui nous écoutent sont en France, c'est-à-dire que quand l'heure sera finie, pour eux, il sera temps de passer à autre chose pour lequel il faudra qu'ils soient à l'heure. Donc, on va être bref. C'est bien ça le problème. Exact. Non, mais je vous avais dit que c'est quand on a préparé le webinaire, pour ceux qui nous écoutent, je vous avais dit forcément, tous les webinaires, ce qui est génial, c'est que on vit, we walk the talk, on vit l'interculturel dans nos sessions. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'ai une question. Mais juste, Alix, et pour reboucler la boucle avec Laurent, c'est vrai que les réunions peuvent démarrer avec du retard, mais après, l'élasticité du temps, c'est dans les 2 sens. Après, on ne compte plus le temps. Mais Voilà. bien sûr, mais bien sûr. Mais de toute façon, les Français, on est un peu les Africains d'Europe. Hein. Enfin, moi, quand je suis avec mes collègues allemandes, j'ai l'impression qu'elle me fait les remarques que certains Français font aux Africains et que peut-être entre eux, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir en Afrique de l'Ouest, certains Africains vont se faire entre eux. On va y revenir. Question pour Laurent. Donc, on se disait, il y a 8 ans, ce qui t'a gêné en arrivant, le plus évident, c'était le temps
la gestion du temps et la gestion de l'écrit oral. Aujourd'hui, au bout de 8 ans, où tu n'as pas eu de formation, donc tu as appris Non, par toi-même, comme tu as pu, c'est ça. qu'est-ce qui continue à gratouiller, à être pénible dans les interactions? Et peut-être dans l'autre sens, peut-être de la part de tes collègues africains ou tes counterparts africains vis-à-vis de toi. Alors, je ne sais pas si on peut dire pénible, mais c'est plutôt, on va dire, les différences qui continuent, je dirais, de surprendre. Voilà, par exemple, voilà, on ne compte pas son temps en Afrique où le temps est différent. Il faut savoir que vos collègues peuvent vous contacter le samedi, le soir tard, parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils ont envie de travailler. Alors que c'est vrai qu'en France, on va vous dire, moi, le samedi, dimanche, je suis en week-end et je ne travaille pas. Alors bon, ça nous arrive parfois de travailler aussi, mais côté africain, il y a cette liberté, je dirais, de travail, qui finalement, l'idée vient, l'envie de terminer, la solution au problème arrive, et quelle que soit l'heure, le jour, finalement, c'est le moment de s'y mettre, quoi. Et ça peut surprendre. Et ça arrive tous les jours. Et des fois, c'est pas facile parce que voilà, moi, j'ai pas forcément mon ordinateur avec moi, les informations avec moi, et je me retrouve rattrapé en plein milieu d'un week-end à chercher les informations pour mes collègues, parce que j'ai quand même désir de leur répondre et de les aider quand ils me le demandent. La notion du temps, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de... Alors, on parlait juste avant de l'Europe. Bon, voilà, en Europe, quand j'ai beaucoup travaillé en Europe avant, hein, je travaillais avec une dizaine de pays en Europe, tous les jours, finalement, enfin, voilà, la gestion du temps, etc., était assez similaire, globalement. Bon, il y a quelques exemples, comme tu disais, l'Allemagne ou autre, où on se retrouve, je dirais, sur des différences. Là, avec mes collègues africains, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, enfin toujours pour moi, en tout cas personnellement, un différenciant. Après, je ne suis pas l'homme le plus à l'heure du jour, à l'heure des réunions, etc. Mais c'est cet écart sur le temps, mais qui est lié à tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis à distance, par exemple, aujourd'hui. Je travaille avec mes collègues africains. Eh ben, quand on apprend que, je sais pas, les tankers et les réserves d'essence ont explosé dans le port de Guinée, eh ben forcément, mes collègues, ils n'ont pas pu aller au travail. Forcément, ils n'étaient pas disponibles pour la réunion. Forcément, voilà. Mais ça, je ne l'ai pas, cette information. Enfin, je ne l'ai pas. En France, globalement, je suis informé de ce qui s'y passe. Là, il faut que je me tienne informé de ce qui se passe dans 8 pays ou 10 pays. Et donc, des fois, dans la nuit, il y a eu tel ou tel souci, coupure d'électricité, une usine qui ne fonctionne plus. Et ça, c'est des choses qui indirectement, je dirais, indirectement impactent cette relation business au jour le jour, sur lequel je ne peux pas faire grand-chose, mais sur lequel je dois m'adapter en permanence et finalement aussi me tenir au courant. Mes collègues sont plutôt surpris quand je leur dis « Ah, qu'est-ce qui s'est passé hier au port? Raconte-moi. Ah j'ai pas pu aller au bureau, ou j'ai une coupure de courant. » Enfin voilà. Donc toutes ces choses-là sont des choses invisibles, entre guillemets, mais qu'il faut savoir quand même récupérer, appréhender et intégrer dans sa façon de travailler, parce que sinon vous allez au clash ou vous ne comprenez pas pourquoi la personne n'est pas là. C'est simple, hein, elle n'a pas d'électricité, elle n'a pas pu se connecter ce jour-là sur Internet, l'Internet ne marchait pas. Voilà, donc, il faut appréhender tout ça et ne pas en faire, je dirais, des points de problèmes de personnel, relations personnelles, de pas envie de travailler avec l'autre personne. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, il y a des choses opérationnelles tous les jours qui sont différentes entre ce qui se passe en France ou ce qui se passe je sais pas, en Côte d'Ivoire, et pour lesquelles il faut les intégrer dans son plan de travail. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci Donc beaucoup, oui, Laurent. il y a toujours des choses qui grattent. Voilà. Ouais, il y a toujours des Oui. choses qui grattent et ce point du quotidien, surtout quand on ne vit pas dans le pays ou qu'on n'y a pas voyagé, c'est quelque chose d'essentiel et c'est là où notamment que les formations peuvent être importantes en préventif. Une dernière question pour Habib, parce qu'Habib, donc tu as pas mal bougé et on disait que tu es revenu en Côte d'Ivoire et maintenant tu es un biculturel de plusieurs pays d'Afrique, mais surtout de la France et de la Côte d'Ivoire. C'est une situation qui a ses propres difficultés, non? Oui, qui a ses avantages hein, quand on bosse dans un groupe international, mais qui peut aussi avoir ses difficultés. Moi, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire hein, en 2013, je bossais déjà pour le groupe Société Générale à Paris. Donc, le fait d'être venu bosser pour la Société Générale à Abidjan, en effet, m'a permis aussi
de pouvoir m'insérer un peu plus facilement parce qu'il y avait beaucoup d'interactions à l'époque déjà avec Paris. Et donc, le fait de comprendre un peu le mode de fonctionnement de mes collègues à Paris m'a vraiment permis d'être une sorte de facilitateur sur plusieurs problématiques. Et à côté de ça aussi, n'oublions pas que moi, je venais de 16 années en France, donc il a fallu aussi que je me réintègre progressivement. Et évidemment, naturellement, quand je suis arrivé au début, j'étais beaucoup plus clairement dans le monde avec les expatriés plutôt qu'avec les locaux. Et ça aussi, c'était intéressant parce que ça m'a permis aussi de créer des liens, des ponts entre, je me souviens, à l'époque, on avait tout un groupe d'expatriés, donc de créer des ponts entre ce monde d'expatriés et ce monde local, parce que les expatriés ont très souvent tendance à vouloir vivre ensemble en cercle fermé, soit par crainte ou par méconnaissance donc des environnements. Et donc ça, je me souviens à l'époque, j'étais quand même je jouais quand même un rôle un peu moteur. Et surtout, cette double culture permet de mieux apprécier certaines situations professionnelles. Bon, ça, c'est le côté positif de la chose. Après, le côté, on va pas dire négatif, Le défi. voilà, les défis, c'est que il faut pas brusquer les gens, il faut savoir s'adapter à la culture locale. Moi, je me souviens que sur pas mal de sujets, les gens me regardaient avec des grands yeux et me disaient, mais pas à titre péjoratif, mais toi, tu es un blanc, en fait. Voilà, parce que il faut, en Afrique de l'Ouest, il faut surtout prendre le temps de comprendre les environnements. Il ne faut pas apparaître pédant, orgueilleux. Je prends une anecdote. Au début, le vendredi, c'est un jour comme tout autre de la semaine. Et en fait, à Abidjan, je mettais pas mal de réunions le vendredi matin. Et puis à un moment, j'ai dû arrêter parce que, en fait, vendredi matin, c'est lever de corps. Parce que quand il y a des décès dans la semaine ou des semaines avant, on fait la levée de corps le vendredi matin et ensuite on va enterrer les gens dans leur village. Donc, ce qui fait que, à un moment, j'ai arrêté de mettre des réunions le vendredi matin. J'arrive au Mali, j'arrive au Mali et j'ai eu le malheur de mettre quelques réunions le vendredi après-midi. Et là, on m'a dit, non, mais après la mosquée, c'est le week-end. Donc voilà, c'est-à-dire que même moi qui suis africain, voilà, il y a toujours, et surtout d'un pays à l'autre, il y a des différences. Il faut toujours, qu'il faut toujours prendre en compte. Merci Effectivement, je beaucoup, confirme, Bib. je confirme pour le Mali, Habib, on évite les réunions le vendredi après-midi parce que. Mais ça, c'est très difficile à voir à travers un Teams. C'est vrai que moi qui travaille à distance avec voilà, les Abidjanais, les gens de Bamako, etc., tout ça, on finit par le percevoir petit à petit. Et après, il faut s'en souvenir, il faut se le noter. Voilà. Et autre exemple, anecdote de même genre, mettez Non, jamais un rendez-vous. Laurent, je suis désolée. Dernière, ne mettez pas un rendez-vous en espagnol entre 14h et 15h. C'est l'heure du déjeuner espagnol, par exemple. Voilà, vous n'aurez personne à votre réunion. Exactement. Et comme on le voit, on voit deux choses dans ce que vous dites. Un, c'est que ça n'est jamais fini. Parce que c'est à la fois immense comme champ, mais aussi parce qu'on n'a jamais fini de se transformer soi-même. Et chez Expat Communication, on parle d'intelligence interculturelle, dans le sens intelligence à l'américaine, d'un muscle qu'on entraîne. Et l'interculturel, cet effort de décentrement, comme disait Habib, ils ont ouvert des grands yeux. Et ça, c'est une alerte.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils aient ouvert des grands yeux? Probablement que je suis en train de faire un impair interculturel. Et nous, ce qu'on essaye de développer dans nos formations, c'est d'abord de prendre conscience que je ne suis pas universelle. Ce qui est normal pour moi ne l'est pas pour les autres. C'est hyper difficile, en fait. C'est dit en une phrase, mais c'est un programme de vie. Et deuxième chose, comme je ne peux pas tout savoir, surtout si je suis comme Laurent, à gérer plein de pays, plein d'interactions, dans ce cas-là, quels sont les signaux qui vont devoir m'aider à comprendre que, a priori, c'est moi qui ne suis pas alignée avec mes interlocuteurs et qu'il faut que je change quelque chose, parce que je ne les changerai pas. Je vous dis en une seconde, parce que c'est quand même utile que vous le sachiez, la façon dont on procède chez Expat Communication pour ça. D'abord, les grands principes, c'est ce que je vous disais, c'est d'abord, je me connais moi-même et je développe plus l'intelligence interculturelle, la capacité à m'adapter, que la connaissance pure des différentes cultures, même si elle est importante aussi. Et après, on va personnaliser. Sur cette base-là, on peut intervenir, vous voyez le slide comme moi, sur des thèmes, des contextes extrêmement différents depuis celui d'Habib, celui de Laurent, un expat qui arrive, même une fusion et la création d'une culture d'entreprise commune. Sur toutes sortes de sujets qui vont depuis le plus général de l'intelligence interculturelle jusqu'à des choses extrêmement spécifiques. Et puis, on va tout personnaliser avec des business cases adaptés à l'entreprise et au contexte de la personne, jusqu'au style et au ton. On a même une humoriste, on peut faire des choses très drôles ou on peut faire des choses très sérieuses, selon les contextes. Et puis, on va intervenir selon des modalités qui dépendent beaucoup du nombre de personnes à former, soit des conférences comme celles qu'on est en train de faire et qui peuvent aller jusqu'à l'ensemble des salariés d'une entreprise pour des kick-offs de programmes, ou des ateliers pour des équipes. Idéalement dans le temps, parce qu'on parle de changer des mindsets, on ne parle pas de compétences, on parle de transformer des mindsets. On n'est pas des magiciens, souvent les entreprises nous disent, bon alors voilà, vous avez 4 heures, vous nous les transformez. On aimerait bien, mais quand même en général, il faut avoir plusieurs mois pour faire un programme efficace, en tout cas au niveau d'une équipe. La même chose quand on coach des personnes sur le plan individuel. Enfin, si jamais vous avez aimé ce tour du monde, vous pourrez retrouver Peggy Velasquez pour parler d'Amérique latine. Attention, changement de date, le 28 janvier. Et puis, vous retrouvez tous les ateliers qu'on a déjà faits. Ils sont en ligne sur notre site avec soit vous lisez l'article qui vous le résume, soit vous retrouvez l'ensemble de la vidéo. Et je remercie les équipes qui ont fait tout ce travail. Si jamais vous voulez reprendre contact avec Marie-Florence, parce que je la vois qui boue sur son siège, parce qu'elle aurait encore des milliards de trucs à vous dire, mais moi je suis dans un contexte français de temps mesuré, donc n'hésitez pas à flasher ce QR code pour prendre rendez-vous. Et enfin, je vais redonner la parole à chacun des intervenants pour le mot de la fin, et notamment en posant une question que je ne vois plus, mais qui était si jamais j'ai mal commencé parce que j'ai rien respecté de ce que vous aviez dit là dans le webinaire, c'est peut-être quelqu'un qui est en poste et ça se passe pas hyper bien, ou qui pense à quelqu'un pour qui ça se passe hyper bien. Est-ce qu'on peut rattraper la situation? Voilà, je vous laisse conclure avec cet exemple aussi. Est-ce que Marie-Florence, tu veux commencer à conclure? Moi, je dirais que oui, ouais, on peut se rattraper en fait. C'est vraiment, je pense qu'il y a au Mali, il y a quelque chose qu'on dit quand on fait un discours de départ, c'est que j'aurais pu dire en discours d'arrivée, c'est je m'excuse par avance ou je m'excuse au cas où de toutes les personnes que j'ai pu offenser lors de mon séjour, lors de notre collaboration. Et c'est sincère, et je pense que moi j'ai vraiment eu à rattraper des situations où je m'étais emmêlé les pinceaux en présentant des excuses sincères, en ayant fait le travail de réflexion, et voilà. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que travailler avec l'Afrique de l'Ouest, c'est une vraie adaptation, mais c'est un grand plaisir parce que on développe plein de manières de faire différentes et nouvelles, quand on a développé ces méthodes, ça prend de l'énergie, mais ça marche bien. Mais ça prend de l'énergie et ça prend de la patience dans le temps, parce qu'effectivement, il faut toujours les renouveler. Et moi, j'insiste toujours sur le fait de mettre en place des systèmes pour préserver et nourrir ces énergies dès qu'on est manager en Afrique de l'Ouest, quelle que soit son origine d'ailleurs. Voilà, c'est de mettre et d'avoir les idées claires. Ça demande de bien travailler sur soi.
Voilà. Merci Marie-Florence, qui accompagne souvent des jeunes cadres africains dans leur développement de carrière. Habib, le mot de la fin? Oui, je confirme à ce que Marie-Florence dit. Il faut vraiment, dans des situations, tant qu'on peut vraiment s'excuser, jouer d'humilité, il ne faut pas hésiter. En fait, le secret, il faut toujours donner de la considération aux gens. C'est ça le plus important. S'il y a juste un mot qu'il faut retenir, c'est le mot considération. Considérez les gens et ils vous le vous rendront. Voilà. Et lorsqu'on vient en Afrique de l'Ouest, il faut être entier, il ne faut pas avoir une vue court-termiste parce que, comme je le disais, on sait quand est-ce qu'on arrive, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on repart. Surtout à Abidjan. Merci. Surtout à Merci Abidjan. beaucoup, Habib, de ce beau mot de considération. C'est magnifique. Laurent? Oui. Alors, donc, on a beaucoup parlé d'interculturel. Ne pas oublier d'y ajouter la culture d'entreprise. Une banque n'est pas un telco, n'est pas une entreprise industrielle. Donc, il faut aussi s'adapter à cet environnement-là, je pense. Alors, voilà. Et deuxième point, je dirais, moi, finalement, comme toute activité, merci pour m'avoir invité ici. Ça m'a fait prendre conscience que ce sujet-là nécessite formation, apprentissage, entraînement, voilà, comme n'importe quelle autre activité. Habib a cité sa prépa où voilà, il a pris la rigueur, le travail, l'individualisme apparemment, etc. Mais voilà, c'est une activité comme une autre. Il y a des compétences à avoir, à développer. Donc, j'imagine que voilà, Expat Communication est tout à fait l'entité adaptée pour apprendre tout ça. Merci Laurent, on vous attend hein, pour développer tout ça. Vous voyez, on a des super coachs comme Marie-Florence et un réseau de 40 coachs un peu partout dans le monde avec lesquels, oui, mais enfin, je le dis en riant, mais on essaye très sérieusement de travailler sur ce sujet. Je repensais à Montesquieu qui, au XVIIIe siècle, disait comment peut-on être persan. Aujourd'hui, on peut se dire comment peut-on être ivoirien. Et moi, je peux dire que quand j'étais en Centrafrique, les Centrafricains me regardaient en disant mais comment peut-elle être française? Et c'est extraordinaire de se dire qu'en 2024, dans un monde aussi connecté que le nôtre, ces questions interculturelles sont loin de régresser, prennent peut-être même plus d'importance qu'autrefois. Donc, un grand merci pour cette ouverture que vous nous avez donnée. À très bientôt, vous tous qui nous écoutez, et partageons cette considération dont nous a parlé Habib et qui est un beau programme de vie aussi. Merci beaucoup. C'est beau. Et, au revoir. Au revoir. Merci.